Alors, comme nous l'avons dit, nous allons parler maintenant de cet aspect culturel de la Révolution avec notre invité aujourd'hui, Dr Dina Al-Kurdi, qui est professeur de littérature à l'Université d'Alexandrie. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Alors, Dr Dina, sur quoi reposait finalement euh, cette politique culturelle? Est-ce qu'elle reposait surtout sur l'affirmation d'une identité nationale égyptienne? Alors, comme nous le savons que la révolution du 23 juillet n'était pas uniquement un changement politique pour l'Égypte ou bien pour toute la région, mais également c'était une révolution culturelle. Parce que vraiment les dirigeants ont compris que la culture pouvait influencer bien sûr le peuple et la culture ou bien les discours politiques en général. Et c'est pour cela que nous avons pu trouver que vraiment la puissance douce est devenue un instrument de diplomatie culturelle et de rayonnement régional. Et cela se fait, nous l'avons vu avec l'Égypte dans, bien sûr, les années 1950 et 1960, étant donné que le Caire était vraiment la capitale du monde arabe à ce temps-là. Et par la suite, nous avons trouvé que tout cela a impacté sur la culture et sur tous les réseaux en fait de communication, comme par exemple la radio, la chanson politique, et sur aussi les séries de télévision. Il y avait les grandes voix de la Révolution, les auteurs et les compositeurs et tout cela. Très bien. Est-ce que, justement, vous avez parlé tout à l'heure des chansons, on se souvient tous de chansons qui nous restent justement, qui sont issues de cette révolution ou inspirées de cette révolution. On pense à L'Watan al-Akbar, on pense à Soura de Abdel Halim Hafez par exemple. Est-ce que la création de ces chansons s'est faite finalement d'une façon naturelle? C'était une sorte d'amour de la révolution, ou bien est-ce que c'était euh, quelque chose de peut-être de ciblé un petit peu pour que ce sentiment national grandisse chez les gens? Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné, ça cible vraiment toute la région et aussi c'est-à-dire tout le peuple en ce temps-là. Et parce que la chanson nationale remplissait en fait, donc dans ce temps-là, le fait de renforcer le sentiment d'appartenance, de soutenir par exemple les grands projets comme par exemple le haut barrage d'Aswan, la nationalisation du canal de Suez, le fait d'encourager, par exemple, le travail collectif, de maintenir, bien sûr, le moral de la population en période de crise. Et comme vous l'avez mentionné, monsieur, il y avait, par exemple, les chansons de Abdel Halim Hafez. Il y avait aussi, parce que Abdel Halim Hafez représentait en ce temps-là, c'était la voix de la jeunesse de la révolution de 1952. Et aussi, il y avait Kulsoum, qui était, bien sûr, le symbole de la dignité nationale. Il y avait aussi Mohamed Abdel Waheb, qui a composé pas mal de chansons nationales en ce temps-là. Il y avait aussi Shadia, c'est à la fois la voix féminine qui était engagée au service, bien sûr, de la nation. Il y avait pas mal d'autres auteurs et compositeurs, par exemple, comme Salah Jahim, comme par exemple Bali Hamdi, Kamal Tawil, Mohamed Abdel Wahab, Abdurrahman El Abnoudi, et pas mal d'autres aussi compositeurs et auteurs. Est-ce que vous pensez que, on parlait tout à l'heure justement avec notre invité de la gratuité de l'enseignement, est-ce que vous pensez que la gratuité de l'enseignement finalement a facilité l'accès à la culture? C'est vrai qu'on avait l'impression, quand on regarde, alors on n'a pas vécu tous les deux au temps du roi Farouk, de la monarchie, mais on avait l'impression que la culture était peut-être un domaine réservé à une élite. On a l'impression que la Révolution a démocratisé la culture un petit peu. Oui, effectivement, parce que vraiment avec la révolution, comme vous l'avez mentionné, il y avait la gratuité de l'enseignement, surtout pour l'enseignement supérieur. Donc ça a aidé à ouvrir les horizons devant les Égyptiens, à par exemple, à vivre d'autres cultures et aussi à être en contact avec d'autres cultures et d'autres nationalités et tout cela et à comprendre mieux et à être mieux sensibilisé
sensibiliser à la culture étrangère, bien sûr. Donc vraiment, la révolution a aidé à ça. Ça nous a aidé à être plus sensibilisés et à être aussi mieux extravertis pour les autres cultures. Alors, est-ce que la culture représentait, à votre avis, une arme de la révolution? On a l'impression que justement l'Égypte s'est fait connaître beaucoup par sa culture. Quand on pose une question à des gens, c'est vrai que les premières personnes qui leur viennent à l'esprit, c'est toujours Youssef Chahine, Salah Aboussef, Omo Kulsoum, Abdelhanim Khafiz. Est-ce qu'il y avait une conscience que la culture était une arme, comme on appelle aujourd'hui le soft power, peut-être, de la révolution? Oui, effectivement, parce que si par exemple vous allez rencontrer n'importe quelle personne à l'étranger, vous allez lui dire que vous êtes de l'Égypte, il va vous dire oui, je connais par exemple Oumou Kulsoum, je connais Youssef Chahine, je connais par exemple Omar Chérif, ainsi de suite. Donc vraiment, parce qu'à travers notre culture, à travers notre art et à travers aussi nos artistes et nos auteurs et nos compositeurs, que vraiment la culture égyptienne a été propagée, a été répandue à l'étranger. Et nous étions vraiment bien connus de la part des autres pays. Donc vraiment, cette puissance-là d'artistes et d'auteurs et de compositeurs a aidé vraiment à propager, à répandre la culture égyptienne et la tradition égyptienne, surtout bien sûr pendant la période de la Révolution et même après la période aussi de la Révolution. Est-ce que vous pensez que la culture a été un peu lésée? Est-ce que on se sert aujourd'hui de cette arme-là autant que dans les années 60, par exemple? Je pense que ces jours-ci aussi, c'est la culture aussi peut jouer vraiment un rôle, comme c'était le cas par exemple pendant les années 1950 et 1960. Mais je pense que nous travaillons sur ça, parce que étant donné que ces jours-ci, nous travaillons sur le fait d'avoir beaucoup de festivals, beaucoup par exemple de conférences et tout cela, et avec bien sûr le marketing que nous faisons pour les conférences et internationales et pour les festivals aussi internationaux. Je pense que vraiment la culture, ça a été bien sûr arrêté à un certain moment, mais on commence maintenant vraiment à avoir une certaine propagande auprès des pays étrangers au niveau international quand même. Nous essayons de faire cela et je pense aussi qu'avec aussi les réseaux sociaux, étant donné que dans le temps il n'y avait pas de réseaux sociaux, maintenant avec les réseaux sociaux et les plateformes digitales, nous commençons vraiment à répandre notre culture et ça va vraiment arriver à quelque chose. Je pense que il est temps maintenant de parler vraiment de cette veille technologique qui va propager vraiment notre culture. Oui, on a vu notamment lors de la Coupe du Monde de football, quand on voyait vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, quand on voyait des gens dans le monde arabe, un petit peu partout, à Gaza, à Damas, à Bagdad, en Algérie, chanter la chanson Ya Masr Ta'mili Hazzaï, par exemple, c'est vrai qu'on se dit que justement on devrait peut-être se servir de ces réseaux sociaux. C'est un phénomène qui n'existe quasiment nulle part Oui, ailleurs. effectivement. Oui, effectivement. Comme vous l'avez mentionné maintenant, donc à travers les réseaux sociaux et les plateformes digitales, donc on commence à vraiment à répandre les chansons. Et comme c'était le cas avec, par exemple, la Coupe du Monde, avec le football, donc toutes les chansons égyptiennes qui ont été composées récemment ont été vraiment diffusées via ces plateformes-là et via ces réseaux sociaux-là. Et parfois, il y a même des chansons qui étaient populaires, qui ont été propagées aussi, ou bien répandues. Et donc, vraiment, les réseaux sociaux et les plateformes digitales jouent un rôle qui est vraiment très, très important ces jours-ci à répandre la culture de n'importe quel pays. Alors, on ne va pas comparer une époque à une autre, mais on a l'impression quand même qu'il y avait une vraie politique pour mettre en avant la culture. On a parlé tout à l'heure de chansons, la création par exemple de Sawt al-Arab, la radio,
la création de studios de cinéma. C'est vrai que la production cinématographique égyptienne était en plein essor dans les années 60. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a la même volonté, on a cette même volonté? Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes armes finalement qu'on a utilisées dans les années 60? Oui, effectivement, c'est ce c'est-à-dire nous devons vraiment travailler sur ça, mais je vois maintenant que et pour les chansons, ou bien par exemple pour les films, ces jours-ci, sont plutôt ciblés sur, par exemple, les problèmes de la nouvelle génération, sur, par exemple, quelques problèmes qui touchent, par exemple, les classes sociales de notre société égyptienne. Mais c'est-à-dire, par exemple, mais pour faire, par exemple, des chansons, ou bien des films, ou bien des séries, des émissions télévisées, sur, par exemple, la situation politique ou bien sûr la diplomatie et sur par exemple ça, c'est-à-dire c'est rare parce que je pense que ça coûte cher. Mais quand même, c'est très important. Et je pense que vraiment l'État peut vraiment travailler sur ce domaine-là, ou bien sûr ce projet, ce dossier-là, de diffuser la culture ou bien de parler de la politique et ainsi de suite. Nous l'avons vu avec, par exemple, les quelques séries télévisées ces derniers temps, par exemple, comme Le Choix et l'Ikhtiar, par exemple. Mais je pense qu'il faut plus de séries, plus en fait de chansons, plus de choses qui peuvent vraiment toucher la nouvelle génération ou bien les jeunes de ces jours-ci. Parce que vraiment, les défis sont vraiment très, très importants ces jours-ci. Et donc, nous pouvons, à travers les réseaux sociaux, voir, par exemple, des choses, et leur, par exemple, le contraire, des histoires et le contraire. Euh, et, et par exemple, il y a beaucoup de chaînes maintenant que nous pouvons trouver sur la télévision, sur par exemple l'Internet, qui peuvent commencer par exemple à falsifier vraiment l'histoire de l'Égypte ou bien par exemple la situation par exemple dans laquelle se trouve l'Égypte. Donc je pense que l'État vraiment doit prendre cela en considération, soit pour les chansons, soit pour la culture, soit pour la diplomatie, aussi l'état dans lequel se trouve le pays, notre coopération avec les pays du Moyen-Orient et avec l'Afrique surtout. Donc nous devons jeter un œil sur ça, parce que ça c'est très important, surtout pour la nouvelle génération qui utilise toujours les réseaux sociaux, qui utilise toujours les plateformes, et parfois, mais c'est-à-dire c'est pas parfois, c'est toujours, on trouve des informations qui sont falsifiées, qui ne sont pas vraiment bonnes ou bien correctes pour la culture et tout ce qui concerne la culture égyptienne. Dernière question, docteur Adina. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, le rayonnement culturel de l'Égypte dans le monde arabe est le même que celui post-révolution? Je pense que vraiment nous travaillons sur ça, mais comme vous le savez, ces derniers temps, nous avions passé par des révolutions et aussi, par exemple, les révolutions dans le monde arabe et la situation vraiment s'empire un peu de temps en temps dans le Moyen-Orient à cause, par exemple, de la guerre et tout cela. Nous essayons quand même de faire quelque chose. Nous essayons quand même de diffuser tout ce que nous faisons concernant la culture, les chansons et tout cela via les réseaux sociaux et les plateformes. Mais ça reste encore un grand effort qui doit être déployé de notre part pour que nous puissions vraiment diffuser notre travail et pour que nous soyons visibles de la part du monde dans le Moyen-Orient. Mais quand même, il y a les guerres qui peuvent vraiment arrêter un tout petit peu ce qui est fait, mais nous allons continuer, espérons donc dans ce temps-là, même avec les réseaux sociaux ou bien les plateformes digitales, si par exemple les chaînes traditionnelles ne sont pas vraiment visibles de la part des autres populations. Mais nous déployons de très grands efforts, mais ça reste encore un effort qui doit être déployé de notre part et de la part aussi de l'État, du secteur privé, du secteur public, qui peuvent travailler sur ces projets-là. Merci beaucoup, docteur Adina El Kordi. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'Université d'Alexandrie. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que le message est passé. C'est vrai que la culture a été le soft power
de l'Égypte post-révolutionnaire. Et on espère bien sûr que ce rôle de pionnier dans la culture, dans le monde arabe, restera toujours présidé par l'Égypte. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. On va se donner rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission de Oracle du Nil. Au revoir.